Bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux ce soir pour cette soirée autour de Soulage et Hartung. On est très heureux de vous accueillir. Avant de céder la place et la parole à Pierre Batte, un petit mot de remerciement pour l'organisation de cette exposition. Tout d'abord et en premier lieu à ARS, le cabinet de gestion et de Family Office, et particulièrement à Patrick Ganancia, qui est partenaire ce soir de cette soirée et de cette exposition, et sans qui cette exposition n'aurait pas pu avoir lieu. Donc on les remercie vivement de s'être associés à nous pour cette exposition. En second lieu, on tient également à remercier vivement Pierre Soulage, qui nous a fait l'honneur de prêter 3 œuvres dans l'exposition que vous verrez tout à l'heure dans nos salons dessus. Pierre Encrevet également, et puis Thomas Schlesser de la Fondation Hartung, qui nous ont aidés sur ce projet, qui nous ont soutenus également sur ce projet. Et puis un immense merci à tous les prêteurs, collectionneurs privés, anonymes, qui ont eu la gentillesse et la confiance de nous confier leurs œuvres le temps de cette exposition. On espère que le résultat sera à la hauteur de leurs attentes. Et puis un dernier mot pour remercier aussi l'équipe d'Art Contemporain, et en particulier Valentine Legris et Alix Perronnet, qui nous ont beaucoup aidés sur ce projet. Voilà, et puis je me permets d'introduire Pierre Batte, qui est professeur en histoire de l'art contemporain à Paris 1 à la Sorbonne, qui a de multiples compétences et qualités. À la fois, il est spécialiste sur la peinture romantique européenne et tout ce qui nous intéresse sur la peinture d'après-guerre contemporaine. Auteur de plusieurs monographies, dont notamment Claude Viala. Il est également commissaire d'exposition. Il s'est occupé de l'exposition Étienne Martin au musée des Beaux-Arts à Lyon. Et puis, pour le sujet qui nous occupe ce soir, il a collaboré à plusieurs publications sur Pierre Soulage et Hans Hartung. Et quand on a demandé à Thomas Schlesser et Pierre Encrevet quelle personne était la plus amène de faire cette conférence, le consensus a été rapide et s'est trouvé sur la personne de Pierre Batte. Donc voilà, donc je lui cède la parole et puis je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup. Bien, merci. Mon micro marche. Bien, merci. Je voulais remercier Thomas Schlesser et Pierre Encrevet, que j'ai vus tous les deux pour préparer la conférence. Je remercie la personne qui va me prendre la parole, Ken Salon, pour son invitation, son amabilité et tous les services qu'il a pu me rendre pour préparer la chose dans les meilleures conditions. Cette conférence, d'abord merci d'être là aussi nombreux, c'est assez impressionnant. Cette conférence, l'idée c'était vraiment de travailler sur, non pas sur un artiste plus un artiste, mais vraiment sur une relation, et je ne peux que vous recommander de faire ce que vous ferez après, que j'ai eu la chance de faire avant vous, c'est d'aller voir les œuvres et d'aller voir l'accrochage absolument magnifique, très impressionnant, beaucoup d'œuvres inédites pour moi là-haut, qui évidemment vous parlera du rapport, celui qui nous intéresse vraiment, entre les peintures d'une manière bien plus intéressante que moi-même. C'est la question de l'accrochage qui est vraiment la vérité. Quand on met 2 œuvres sur un mur, est-ce qu'elles ont des choses à se dire? Elles ont beaucoup de choses à se dire, et je vais quand même essayer de vous donner quelques éléments pour expliquer cela. Pour démarrer sur la relation entre Soulage et Hartung, il faut remonter longtemps en arrière. Nous sommes en 1947 à Paris, et Pierre Soulage expose pour la première fois de sa vie à Paris, dans un salon qui s'appelle le Salon des Surindépendants. Soulage vient de monter à Paris, 1 an auparavant, il ne connaît quasiment personne, et il expose pour la première fois, ici j'ai commencé par une image des 2 compères à la fin de la vie d'Hartung, il expose, ah oui, ça il faut que je l'allume peut-être, je ne sais pas comment ça s'allume. Excusez-moi, de la technique. Ça devrait être allumé, c'est plus allumé. Non, ça ne marche plus. La pile peut-être. Je parle pendant que je parle. Je pense que ça fait 2 piles dans le... Bien. Il expose donc pour la première fois, je vais vous montrer ça dans un instant, 3 œuvres, 3 peintures au brou de noir. Il
faut rappeler que Pierre Soulages est né quelques années auparavant, à Rodez, en 1919, qu'il est né dans un milieu qu'il qualifie lui-même d'un milieu de gens simples. Son père est carrossier et il meurt lorsque Soulages a 5 ans. Il va être élevé par sa mère et puis par sa grande sœur. Et comme il aime à le raconter lui-même, Soulages, avant de se lancer dans la peinture, a une espèce d'intuition, d'appétit pour une chose qu'il ne saurait pas vraiment nommer lui-même, qui le conduit, si ça bouge tout seul, je ne vais pas y arriver, qui le conduit à... Merci, ça marche. Voilà. Merci beaucoup. Donc, ici vous avez une page du catalogue du salon. Voilà. Ah oui, mais ça marche. Bon, je continue. Ça marche pas. Il faut le remettre au début, je vais bloquer. C'est pas les bonnes images. Je peux retourner en arrière, mais si ça se... Vous voyez? Excusez-moi. Touche à rien. Donc, Soulages, rappelons quelques éléments de cadrage. Vocation extrêmement précoce d'un enfant qui raconte être fasciné par son environnement, par le côté extrêmement matériel de son environnement, le goût pour les pierres de Rodez, le goût pour les dolmens, le goût pour les matières usées, et cette fameuse histoire qu'il aime à raconter. Pour ceux qui connaissent Pierre Soulages, qui très tôt s'est mis à raconter quelques anecdotes, 2-3 anecdotes, à peu près dès 1947-48. Et encore aujourd'hui, si vous lui parlez, ce sont les mêmes anecdotes qui vont revenir délibérément comme une espèce de répétition à partir de laquelle il a forgé une forme de légende de l'artiste. Et il raconte notamment, c'est corroboré par des témoins de l'époque, qu'enfant, il a une feuille blanche devant les yeux, il a de l'encre noire, et avec de l'encre noire, il fait un dessin. Et quand on lui demande ce qu'il veut faire comme dessin, avec son encre noire sur du blanc, il dit c'est un paysage de neige. Et il en fait cette interprétation lui-même en disant ce que je voulais faire avec mon encre, dit-il, c'était rendre le blanc du papier encore plus blanc, plus lumineux, comme la neige. C'est du moins l'explication que j'en donne aujourd'hui. Avec le noir, je voulais éclairer le blanc. On sait également qu'à 12 ans, il visite un endroit qui va être très important pour lui, qui est la Bastille à Sainte-Foy-de-Conques, et qu'il revient de là avec quelque chose en tête comme, qu'il ne peut pas vraiment formuler parce que le mot n'a pas grand sens pour lui, mais quelque chose comme je veux devenir artiste, je veux devenir peintre. Il va aller à Montpellier, travailler à l'école des Beaux-Arts, il va être très convaincu. Pendant la guerre, il est obligé de se cacher, notamment pour essayer d'échapper au STO. Et un jour, par hasard, à Montpellier, chez un coiffeur, dans une revue collaborationniste, en l'occurrence, qu'il feuillette, il voit pour la première fois des photographies de ce qu'on appelle dans cette revue de l'art dégénéré, ce qui lui permet de découvrir qu'il y a un art qu'on appelle l'art abstrait, il n'était pas au courant, et il est convaincu que quelque chose là le regarde. Donc il monte à Paris, en 1946, il s'installe en banlieue parisienne, comme on le voit, il se consacre entièrement à la peinture, et il commence à faire des œuvres comme celle-là, des toiles abstraites ou des œuvres sur papier, où il utilise un matériau brut, économique également, le brun de noix, avec cette espèce de tension entre un noir qui domine et un brun, qui aboutit à quoi? 1946, il essaie d'exposer là où on expose à l'époque, au Salon d'automne, il est refusé. Et c'est seulement en 1947 qu'il expose ce que je vous montre pour la première fois, dans un lieu où ces toiles, ces œuvres, sur toile et sur papier, extrêmement sombres, dès le début, chez Soulages, détonnent clairement avec un environnement d'une abstraction triomphante, mais d'une abstraction essentiellement colorée. Néanmoins, et c'est là que les choses commencent, il va être repéré par 2 personnes. C'est pas trop mal pour commencer, chez un homme totalement inconnu. Il va être repéré par une première personne qui s'appelle Picabia, qui voit des œuvres de lui, et qui va plus tard, qui est frappé, et qui va plus tard, lorsqu'il rencontre dans une galerie chez Drouin, lui redire ce que Pissarro lui avait dit lui-même à son propre sujet. Avec l'âge que vous avez, avec ce que vous faites, vous n'allez pas tarder à vous avoir beaucoup d'ennemis. Évidemment, dans la bouche de Picabia, le compliment maxime. Et puis, il est également approché par une femme qui se déclare peintre et qui lui demande si c'est lui, c'est Soulages qui raconte, c'est vous qui faites ces peintures-là. J'ai acquiescé, hein, mon mari aime ce que vous faites. Je l'ai remercié, je lui ai demandé quelle elle était, elle m'a dit, je m'appelle Roberta González. Je suis alors retourné auprès de 2 amis, jeunes peintres espagnols qui étaient à Paris et qui étaient devenus mes amis, donc ils se découvriront plus tard
Ils étaient par ailleurs des neveux de Picasso, ce qui est une bonne filiation, et il leur dit « Je viens d'apprendre que González, le sculpteur, aime ma peinture. » Ce à quoi les deux hommes lui disent « Mais il ne s'agit pas de González. González, il est mort, c'est sa fille Roberta, et son mari, c'est Hans Hartung. » C'est comme ça que ça commence. J'ai demandé qui était ce Hartung, il m'a dit « C'est le type là-bas avec les cannes. » Vous savez que Hartung a perdu une jambe à la guerre, puisqu'il s'est engagé côté français dans les légions étrangères, et qu'il a perdu une jambe, il est donc infirme. C'est comme ça que j'ai su que Hartung s'intéressait à mon travail. Les choses commencent donc de cette façon-là, et ça va être le début d'une très longue relation. La photo que je vous ai montrée des deux compères, littéralement, tous les deux habillés en noir, j'espère que ça ne vous aura pas échappé, une photo de la fin, probablement 89, l'année de la mort d'Hartung. C'est vraiment une relation amicale et artistique qui ne va s'éteindre qu'avec la mort de Hans Hartung en 1989. Alors l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer donc devant vous de caractériser cette relation et partant d'essayer de répondre à une double question qui serait quelque chose comme qu'est-ce que le rapprochement de ces deux noms, Hartung et Soulages, nous apprend et de l'un et de l'autre. Avant de tenter de donner des éléments de réponse, je voudrais rappeler un tout petit peu qui sont, en 1947, ces deux œuvres et dans quelle situation ils se trouvent. Soulages, on l'a vu, c'est un parfait inconnu. C'est un jeune homme, relativement jeune, il a 28 ans, qui est complètement hétérogène au milieu dans lequel il tente de trouver sa place. Il faut noter d'emblée que c'est une carrière tout à fait exceptionnelle, puisqu'il va devenir célèbre très rapidement, passer vraiment du rien du tout à une très grande célébrité très rapidement. En très peu de temps, il est vraiment l'incarnation d'une voix extrêmement singulière, les images reviendront, non assimilable aux tendances de l'époque, notamment, en effet, non assimilable au colorisme abstrait qui tient alors le haut du pavé de l'art abstrait, Manessier, Estève, Bazel, certains tableaux de Nicolas de Staël, même si après il y a la série d'abstraction. C'est vraiment quelqu'un qui vient d'ailleurs, et c'est vraiment quelqu'un qui est ailleurs, et qui ressent instantanément quand il arrive, dans le fond, qui se demande un petit peu ce qu'il fait là. Hartung, en 1947, est quant à lui dans une situation différente, mais intéressante parce que quand même assez instable, et propice par cette instabilité à une forme d'ouverture à ce qui va lui paraître nouveau. Je voudrais vous montrer, ça je vais y arriver, deux œuvres de 1947. Alors ce ne sont probablement pas les œuvres qu'il a exposées au Salon de Sion Indépendant, on ne sait pas. Hartung documentait tout, mais là pour une fois on n'a pas de documentation, je ne peux pas vous garantir quelles œuvres Hartung montrait en 1947, mais c'est juste pour vous rappeler un petit peu le style d'Hartung de 1947. Il y a des œuvres d'à peu près cette période dans l'exposition, il y en a plus anciennes et des plus récentes aussi. Mais juste pour vous remettre un petit peu le Hartung de l'après-guerre dans l'œil, et si je vous montrais des œuvres de juste avant la guerre, vous seriez frappé par la ressemblance, parce que la guerre, c'est un des rares moments où Hartung, pour des raisons d'engagement, ne va quasiment pas peindre, et il reprend d'une certaine manière sa peinture là où il l'avait laissée. C'est donc quelqu'un qui en est là. Rappelons que Hartung est né, lui, en 1904, non pas à Rodez, mais à Leipzig. Il a donc 43 ans, 15 ans de plus que Pierre Soulages. Il s'est installé en France à peu près, on va dire, pour simplifier les choses, au début des années 30. Pendant la guerre, il s'est donc engagé côté français dans les légions étrangères, et il a perdu cette fameuse jambe. Rappelons également un détail conjugal de la vie d'Hartung qui va avoir une grande importance dans sa relation avec Pierre Soulages. Hartung a une vie très particulière de ce point de vue-là. Il se marie relativement jeune avec une femme peintre très importante d'origine norvégienne, Anna Eva Bergman. Il se sépare d'Anna Eva Bergman. Il rencontre la fille de Julio González. Il se marie avec Roberta González. Quelques années après, Anna Eva Bergman revient, quitte Roberta González, il se remet en ménage avec Anna Eva Bergman, il se remarie avec Anna Eva Bergman et ils vont vivre ensemble toute leur vie. Je vous rappelle la chose parce que ça va avoir un rapport avec les Soulages. Alors pourquoi est-ce qu'on rencontre Roberta González? C'est parce que Hartung, après la guerre, va être hébergé par Julio dans son atelier à Arcueil, et que ça va donc structurer fortement sa vie et avoir une incidence parce que Pierre Soulages et sa femme Paulette vont être en réalité très proches de Hartung et Roberta et beaucoup moins proches de Hartung et Anna Eva. Donc le grand moment de leur relation, même si elle va perdurer toute leur vie, c'est en fait la fin des années 40 et le début des années 50. Lorsque la rencontre a lieu, en 1947, c'est le moment
alors que Soulages est inconnu, où Hartung commence à être connu. Il est l'aîné, 15 ans, mais en fait cet écart est beaucoup plus faible sur le plan de notoriété. Il a eu en 1947 une première exposition dans une galerie qui va jouer un rôle très important. En 1947, il expose chez Lydia Conti, qui va le révéler au public à ce moment-là. Je vous montre une autre œuvre de 1947 caractéristique de ça. Il va commencer à être repéré par la critique, lui aussi va devenir célèbre très rapidement. Il a 2 ans d'avance, en l'occurrence quasiment sur Soulages. Et 1947, c'est une date qui n'est pas anecdotique, puisque Hans Hartung va avoir la chance d'être très souvent, et on va le mettre d'ailleurs en scène lui-même, filmé dans son atelier en train de peindre. En 1947, il y a un film qui est fait par un jeune cinéaste qui s'appelle Visite chez Hans Hartung. Le jeune cinéaste s'appelle Alain Resnais. C'est un indice d'un début, effectivement, de notoriété et du cinéaste et de l'artiste qui est tout à fait symptomatique. Film qui va être présenté ensuite en 1948 en Allemagne et à Paris en 5 ans. Il y a donc en 1947 chez lui un début de notoriété. Sa notoriété va exploser littéralement chez Hartung. On l'a oublié pendant très longtemps et on est en train, de présence dans la salle en thèse, de se souvenir du rôle d'Hartung. Hartung en 1948-1949 va devenir un des maîtres absolus de la peinture abstraite de la scène parisienne de l'après-guerre. On voit donc que d'emblée, le rapport des 2 hommes oscille dans le fond entre 2 choses. Une forme de relation d'aîné à cadet, qui va s'incarner d'ailleurs dans un geste fondateur très important, accompli par Hartung. Hartung va faire une chose essentielle dans la vie d'un peintre. Il va présenter Soulages à Lydia Conti, qui offrira à Pierre Soulages sa première exposition personnelle en 1949, 2 ans après celle d'Hartung. De ce point de vue-là, on pourrait caractériser leur relation au début comme une forme de relation de parrainage, finalement, du cadet par les... Ce rapport de parrainage étant à certains égards renforcé dans un premier temps par la grande différence entre le jeune Aveyronais très mal à l'aise dans le milieu bourgeois parisien et ce peintre allemand dont je vous ai dit qu'il était né à Leipzig, dont le père, lui, n'est pas carrossier mais médecin, qui a grandi dans un milieu extrêmement cultivé, dans une ville qui, par ailleurs, Leipzig, rappelons-le, est un des foyers culturels allemands absolument majeurs dans le domaine des arts, dans le domaine de la pensée, dans le domaine de la philosophie, de la psychologie et des sciences, tous domaines qui vont passionner le jeune Hartung extrêmement. Symboliquement, il est intéressant que dans les souvenirs de Soulages sur Hartung, recueillis par Pierre Entrevet dans un entretien publié récemment dans le très beau catalogue de l'exposition Hartung qui est venue à New York chez Perrotin, le peintre Soulages insiste sur un aspect. Dans cet entretien, vous pourrez lire aisément, il raconte que très souvent, dans leur relation, Hartung, qui vivait donc, je vous le rappelle, à Arcueil, c'est parfait, ça c'est Hartung à Arcueil, et rien. Voilà, ça marche. Ça doit être moi. Ça peut être que moi. Hartung, Roberta et l'homme que vous entreapercevez tout en haut, c'est Pierre Soulages, Arcueil, 1938. Donc, sur quoi insiste beaucoup Soulages dans l'entretien, c'est sur le fait que très souvent, c'était lui, parce qu'il était à Paris, qui hébergeait Hartung, qui était banlieusard. Et c'est vraiment un détail sur lequel il insiste, il dormait chez nous dans l'atelier, il nous réveillait le matin, il mettait des disques, on était d'accord en peinture, on n'était pas tellement d'accord en musique. Il raconte énormément cet aspect anecdotique sur lequel je vais revenir, qui est très intéressant parce que, comme inversion symbolique, comme si rapidement, c'était Soulages le Parisien. Soulages est bien tourné, installé à Paris, rue Victor Schœlcher, c'est vraiment un immeuble magnifique. Il y a une plaque, vous voyez, Simone de Beauvoir a également vécu là. Soulages le Parisien, qui désormais accueille Hartung le banlieusard, inversant symboliquement le rapport d'accueil qui avait eu lieu 2 ans auparavant au salon, ou 1 an auparavant au salon des Suréleveurs. On a donc, dans le fond, une forme de véritable compagnonnage. Deuxième caractéristique, 2 hommes qui cheminent ensemble dans l'aventure abstraite via des relations sociales et amicales, et puis via des expositions. La Fondation Hartung m'a fourni une documentation remarquable sur le sujet. Si on fait le compte des expositions qui ont eu lieu dans le monde depuis 1947, où Hartung et Soulages ont été exposés en même temps, on arrive approximativement à 150 expositions, ce qui établit, 151 donc, établit, c'est comme une espèce d'évidence le fait qu'ils appartiendraient à une même forme d'aventure, pour le donner de manière minimale. Au-delà, il y a ce rapport amical durable, je l'ai dit jusqu'à la fin. Selon Pierre Entrevet,
d'après la mort d'Anna Eva Bergman, donc Hartung a eu une période vraiment douloureuse de sa vie, disant à Soulages qu'il était son seul ami. En tout cas, ce qui est certain, et les agendas de Hans Hartung consignait tout, et gardait tout, les agendas de Hans Hartung le prouvent, la période la plus intense de relation, c'est 47-56. Si on feuillette, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est le documentariste de la Fondation, si vous regardez les agendas de Hans Hartung, de 47 à 56, le nom de Pierre Soulages apparaît, c'est de la statistique, mais ça veut dire quelque chose, 69 fois. 69 occurrences, c'est-à-dire 69 moments où on est sûr qu'il se voit. C'est extrêmement important. Les rapports s'espacant à partir du retour d'Anna Eva. Je vous montre cette œuvre qui, d'après n'est pas une erreur et de Hartung ou de Soulages, je vous expliquerai pourquoi je la montre. Un document intéressant en termes de sociabilité, c'est le Noël 1948 à Arcueil. Alors, je vous donne tel que c'est légendé par la Fondation, c'est-à-dire qu'il faut commencer par les gens qui sont debout en partant de la droite pour aller vers la gauche. Le premier à droite, c'est un certain Yves Klein. À côté, vous reconnaissez Pierre Soulages. Ensuite, vous voyez une femme plus âgée qui est Marie Raymond, c'est-à-dire la mère de Yves Klein. En face, celui qui est caché un petit peu par l'arbre de Noël, c'est le grand critique disparu aujourd'hui, Pierre Schneider. Et assis, si vous retournez de l'autre côté, vous avez Pilar González, donc la famille de Roberta González, qui est de l'autre côté. Cet homme qui ressemble à Yves Klein, c'est normal, c'est Fred Klein, et Marie-Thérèse González-Roux. On est donc vraiment dans une relation, j'ai parlé de parrainage, j'ai parlé de compagnonnage, on est dans une relation amicale, quasi familiale, on se retrouve pour Noël, tout ça constitue un milieu. Alors la question majeure qui vient à l'esprit lorsqu'on étudie de tels rapprochements, c'est celle de ce que l'on nomme communément d'un terme qui, en tant qu'historien de l'art, je trouve extrêmement problématique, même s'il est usé de manière tout à fait ordinaire, c'est ce qu'on appelle l'influence. Y a-t-il eu influence? Est-ce que l'un a influencé l'autre? Avant d'essayer de répondre à cette lourde question, je voudrais dire que je souscris complètement à la théorie d'un très grand historien de l'art d'origine anglaise, qui était américain, Michael Baxendale, dans un ouvrage absolument majeur, qui s'appelle Forme de l'intention. Ce livre a une réputation tout à fait magistrale de la conception classique de l'influence en disant ceci. Globalement, il dit la notion d'influence laisse supposer qu'en général, A influence B. Prenons un exemple, Cézanne influence Picasso. Et que ça implique, si A influence B, que l'influence soit pensée sur un mode qui suppose que l'agent influenceur soit A, et que l'influencé, dans le fond, quelqu'un qui est passif, qui subit l'influence, à peu près comme si vous passiez, je ne sais pas, à côté d'une centrale nucléaire, où il y aurait malencontreusement une fuite, vous passez à côté, vous êtes irradié, vous n'y pouvez rien, vous n'avez pas choisi. Baxendale soutient, non sans provocation, que c'est le contraire qu'il faut dire. En fait, c'est B qui influence A. C'est Picasso, le Picasso cubiste, qui influence Cézanne. Comme Baxendale n'a pas perdu la tête, ce qu'il veut dire par là, qui n'est pas le seul à le dire, il y a une phrase célèbre de Marc Rothko qu'on interroge sur son rapport à l'œuvre de Turner, qui est un rapport majeur dans sa vie, et qui répond « Ah oui, Turner, ce type qui m'a tout piqué », qui à peu près qui veut globalement dire exactement la même chose. Ce que veut dire Baxendale, c'est que lorsque Picasso cubiste, regarde Cézanne, il ne regarde pas Cézanne selon Cézanne, mais bien selon Picasso, à savoir avec ce regard carnivore de celui qui cherche dans l'autre ce qui va nourrir sa vision. L'activité est donc du côté de Picasso. On peut parler ici, au lieu d'influence, par exemple de réception active ou d'usage de l'art des autres comme une ressource. C'est aussi ce qui explique, prolonge Baxendale, que lorsque nous regardons, nous, vous et moi, Cézanne, aujourd'hui, nous sommes littéralement influencés par Picasso. Nous sommes influencés par Picasso, à savoir, quand nous regardons Cézanne, nous le regardons, sans le savoir éventuellement, aussi selon Picasso, notre regard étant nourri, même sans le savoir, de son regard actif de peintre, qui a fait de Cézanne autre chose. Cette leçon s'applique, me semble-t-il, à merveille à notre étude, y compris dans ses conclusions ultimes, car il est évident qu'aujourd'hui, je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais qu'aujourd'hui, Soulages ayant jusqu'à récemment emporté la bataille de la notoriété, Soulages est devenu plus célèbre que Hans Hartung à bien des égards, c'est donc à bien des égards, selon Soulages, que nous regardons Hartung, ce qui crée aussi
un certain nombre d'effets d'aveuglement. La question pourrait donc être la suivante: qu'est-ce que chacun a pu trouver pour lui, pour alimenter sa vision dans l'œuvre de l'autre, ainsi transformée en ressources potentielles? Avant de répondre à cette question, je me permettre de vous raconter une anecdote qui justifie que je vous montre cette œuvre, qui est l'œuvre d'une femme qui s'appelle Claude Buraglio. Vous connaissez peut-être Pierre Buraglio, sa fille qui est artiste. Il y a une vingtaine d'années, j'ai eu la chance d'organiser une toute petite exposition dans une galerie très modeste, mais très ancienne et très célèbre, qui s'appelle la Galerie du Haut-Pavé, pas loin des quais de Seine, dans laquelle il s'agissait de montrer deux jeunes artistes sans galerie. J'ai donc montré un jeune peintre, Xavier Drongue, et cette jeune femme qui fait de la lithographie, qui s'appelle Claude Buraglio. Il se trouve que Pierre Soulages connaît, pour des raisons amicales, Xavier Drongue, il nous a donc fait l'amitié de venir voir cette exposition. Dans l'exposition, il s'est arrêté très longtemps devant cette lithographie, qui est donc une lithographie dans laquelle Claude Buraglio reprend des photographies anciennes d'un boxeur pour rejouer quelque chose d'une sorte d'évocation, si vous voulez, du torero mort de Manet, revu et corrigé par le boxeur. Soulages s'arrête devant l'œuvre, tous très appréciés que Soulages soit là. Il reste extrêmement longtemps devant cette œuvre-là. Nous sommes tous approchés pour savoir ce qu'il allait nous dire, et il a regardé longtemps et nous a dit « Très beau noir ». Très beau noir, dans cette œuvre, ça peut paraître échevelé, mais dans cette œuvre, il avait trouvé quelque chose pour lui, véritablement. C'est ça, un regard actif d'artiste. Faites l'expérience, allez voir une exposition d'un artiste avec un autre artiste. Ça n'a d'intérêt que si vous voulez savoir quelque chose sur l'œuvre de l'autre artiste, et beaucoup moins sur l'œuvre que vous regardez sur les murs. C'est précisément cette question-là qui me paraît tout à fait intéressante. Si l'on veut savoir ce que Soulages a trouvé chez Hartung, et réciproquement, on peut se fonder sur quelque chose d'extrêmement concret, à savoir sur le fait que les artistes aient procédé très tôt, en 1948 sans doute, je ne suis pas certain, mais on va voir, à un échange d'œuvres. Cet échange, nous le connaissons, les trois œuvres sont là-haut, hein. Je vais vous les montrer, à la fois parce que les œuvres sont clairement identifiées, mais aussi, c'est intéressant, parce que nous avons sur elles à la fois un récit et une archive, et que le récit et l'archive ne racontent pas exactement la même chose, ce qui me paraît intéressant. Le récit, c'est Pierre Soulages qui le fait, dans l'entretien avec Pierre Entrevet que j'ai déjà cité. Voici ce que Soulages raconte. Enfin, Pierre Entrevet parle. Oui, il me semble que des années 30 à la fin des années 50, il, Hartung, reproduisait, on va le voir, ces pastels point par point au carreau. Grande méthode secrète d'Hartung des 20 premières années. C'est plus tard qu'il va faire de la peinture d'une manière plus directe, mais les pastels, eux, étaient directs. Et toi, tu aimais tout particulièrement les pastels? Oui, répond Soulages. Ce transfert méticuleux sur la toile m'agaçait. Un jour, il est entré chez moi, il y avait une toile au mur. Enfin, un papier, le grand papier que vous voyez ici. Enfin, un papier que tu connais d'ailleurs de la série 1948. Il a voulu me l'acheter. Je n'ai pas voulu, mais il a insisté. Finalement, je lui ai dit, si tu l'aimes, tu n'as qu'à le prendre. C'était assez grand, sur papier, mais ça avait été fait au pinceau avec du brou de noix. Il m'a dit, tu viendras choisir quelque chose chez moi. On est allé chez lui, il m'a proposé des toiles d'un format analogue, mais j'ai préféré ces pastels, j'en ai choisi un. J'avais hésité entre deux, alors il m'a dit, celui-là est pour toi et l'autre c'est pour Colette. On a tous les ingrédients de notre question. D'abord, on a cette chose qui est intéressante, qui peut paraître anecdotique, mais qui est plus complexe qu'il ne paraît, à savoir l'ordre dans lequel s'est véritablement déroulé cet échange d'œuvres. Lequel a véritablement dit en premier à l'autre qu'il avait envie d'une œuvre de lui. Si on croit Soulages, je viens de vous le dire, c'est Hartung qui a été le premier demandeur. Le problème, c'est qu'on a cette photographie de leur éditeur Schœlcher, sans doute en 1948, ce qui dit d'ailleurs qu'ils ont voulu échanger une œuvre très tôt. À peine ils se sont rencontrés qu'ils ont fait cet échange qui est symboliquement aussi très fort, hein, d'un vrai lien, d'un vrai pacte entre eux. Et donc, vous voyez Soulages et sa femme, Colette, dans leur appartement de la rue Schœlcher, à Paris. Vous voyez sur le coin, en haut, à droite, l'un des deux pastels de Hans Hartung déjà accroché, et vous voyez que le gros noix de Soulages est toujours dans l'atelier. Ce qui semble plutôt indiquer que c'est Soulages qui a d'abord eu des œuvres de Hans Hartung et qu'après il a donné une œuvre de lui. En tout cas, disons qu'on peut faire cette hypothèse, même si bien sûr d'autres scénarios sont envisageables. Je ne peux pas trancher, je trouve que l'ambiguïté est ici symbolique
de ce qui se joue en termes de prééminence. Lequel a le plus regardé et désiré l'œuvre de l'autre. C'est tout l'enjeu, et la dimension inavouable dans le fond de la chose est intéressante. Par ailleurs, Soulages, dans le récit que je viens de vous lire, définit son choix sur un mode critique. J'ai pris une chose parce que je n'en aimais pas une autre qui précisément ne s'accordait pas avec ce que je recherche en peinture, cette immédiateté de l'acte. C'est extrêmement intéressant, c'est l'illustration exacte de ce que dit Baxendale, à savoir que chacun regarde le travail de l'autre selon sa propre vision, afin, regard utilitaire, d'en faire quelque chose pour lui. On comprend donc que chacun soit sincèrement convaincu que c'est l'autre qui a regardé son travail en premier et l'a désiré, puisque le souvenir qui reste n'est pas celui d'un désir désintéressé, si j'ose dire, si l'on peut dire, mais au contraire d'un emploi actif. Alors, ce que Soulages dit trouver agaçant, je reprends son terme dans le travail de Hartung, c'est rien moins que le principe constructeur qui va régir l'œuvre de Hartung, certes à l'époque secrètement, mais Soulages, autre statut, est un intime, donc il est dans le secret, des années 30 au début des années 60, à savoir un jeu de mise au carreau, le tableau étant d'une façon extraordinairement méticuleuse, fleißig, je dirais les Allemands, zélée, méticuleuse, de rejouer la gestualité spontanée de l'œuvre sur papier qui est désignée par lui comme maquette. Ça fonctionne comme source et modèle. Je vous montre deux exemples, un exemple des années 30 et un exemple des années 50. L'exemple des années 50, j'ai choisi sans savoir que vous avez le tableau, pas la maquette, le tableau est là. Donc, ça va beaucoup trop vite. C'est très sensible, hein, le matériau. Je vais y arriver. Ça marche beaucoup mieux à l'université. L'unique occasion de dire que quelque chose marche mieux à l'université chez Christine. Un dessin. J'appuie très très doucement. La peinture. Vraiment un effet presque de persistance rétinienne. Ça, c'est la méthode Hartung pendant les années 30 aux années 60. Je vais essayer de vous expliquer dans un instant pourquoi il n'en parle pas. Ça, c'est les années 30. Et peut-être encore plus étonnant, à certains égards, c'est ça, les années 50. Tableau des années 50. Ce qu'on ne voit pas bien dans la reproduction, c'est le jeu des couleurs. Ça paraît juste noir-blanc, enfin gris, mais vous verrez qu'il y a des couleurs. Mais c'est à la virgule près. Ça, c'est la méthode. Donc, cette manière de faire était en effet cachée au public pour de nombreuses raisons. Je ne vais pas m'étendre sur toutes ces raisons, mais l'une d'entre elles, c'est que Hartung, au moment où il commence à devenir célèbre, sous une étiquette qui est extrêmement problématique, mais qui a un immense avantage pour le moment, c'est de le rendre célèbre. On va dire que c'est l'abstraction lyrique. Et le terme lyrique, en réalité, c'est tout sauf lyrique, le lyrisme étant littéralement désactivé par la reprise picturale. Vous avez une maquette, qui le terme d'Hartung, un dessin lyrique, mais vous avez une peinture qui rejoue méticuleusement le lyrisme. C'est donc intéressant, il y a un rapport au lyrisme comme source, mais le lyrisme est déjoué par la reprise. Dans le fond, si Soulages n'aimait pas, dit-il, le procédé, néanmoins, le résultat, ce lyrisme déjoué, ne pouvait que l'intéresser. Lui qui, lui aussi, par cette façon, d'emblée, de tordre le cou à toute tentation de l'éloquence. Oui. La peinture de Pierre Soulages, rappelons-le, c'est un tableau de 1956, peinture juillet août 56. La peinture de Pierre Soulages, dès le début, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ces gens-là se sont vus tout de suite, va être extrêmement fidèle à une réduction de moyens qui, parfois perçue comme une forme de sérénité grave, parfois comme une forme de force vitale dénuée de sentimentalisme. Au premier abord, l'œuvre de Soulages, vous le verrez dans l'exposition, s'impose sur un mode qui est toujours extrêmement frontal,
Et dans le contexte d'une abstraction gestuelle florissante à l'époque, là encore, énorme contresens qu'il y aurait à situer Soulages du côté de cette abstraction gestuelle. La peinture, pour lui, il voudrait qu'elle ne soit certainement pas gestuelle et en aucun cas lyrique, silencieuse. Il se distingue là, clairement, de tous ses collègues et amis de l'abstraction française et d'un certain nombre d'abstraits américains, une autre histoire dont il essaye également assez rapidement de ne pas être assimilé à. James Johnson Sweeney emploie une formule assez intéressante. Il dit qu'une peinture de Soulages, ça n'est pas une mélodie, c'est l'accord plaqué sur le clavier, et tenu. Soulages essaye vraiment d'ôter à la ligne le signe de mouvement. Sa ligne à lui est une ligne bloquée, pas une ligne gestuelle, une ligne arrêtée. On le voit dans une œuvre comme celle-là, où l'espace est vraiment perçu comme un bloc, appelant une vision d'ensemble, ne proposant pas un chemin, ne proposant pas un parcours, mais proposant une forme d'immobilité, de temps immobile, suspendu et présent. C'est le temps suspendu dans la durée, dit Soulages, qui est vraiment le cœur de sa peinture. Alors, quand on voit ce double refus du lyrisme commun à ces deux artistes, on comprend dès lors ce qui a motivé le choix de Soulages de ces deux pastels. Je vais essayer de vous les montrer. Vous avez vu les deux d'un coup. Voilà. Ça, c'est celui qu'on voyait accroché dans la photographie tout à l'heure. Ces deux pastels qui n'avaient pas précisément ce qui l'agaçait, le processus de reprise, mais avaient d'autres qualités qu'il reconnaissait. Cette façon, précisément, aussi d'immobiliser ce qui apparaît comme un mouvement. Il y a quelque chose d'extraordinairement, dans une œuvre comme celle-là d'Hartung, dans ce jeu de juxtaposition, un vocabulaire qui est issu du mouvement, mais qui est installé de telle manière à tout à coup suspendre la chose, une forme de stase, mais aussi, remarquons-le, évidemment, cette qualité de noir qui va sceller dès l'origine la fraternité picturale entre ces deux hommes. Soulages et Hartung au sein de Surindépendance, ce n'est pas Donatello parmi les fauves, mais c'est les deux abstraits noirs parmi une abstraction extrêmement colorée. Les raisons qui ont conduit Hartung à choisir ceci, lui, ce brune noir, ne sont pas moins intéressantes, même si Hartung ne fait pas de déclaration sur le sujet. Il est clair que dans ce brune noir, il a précisément perçu cette dimension que moi j'appellerais un geste non gestuel, un geste non gestuel. Il est clair aussi que cet homme qui passa sa vie à faire des tableaux à partir de quelques gestes jetés sur des papiers dans les années 20, ne pouvait qu'être très attentif à ce type de composition qui semblait offrir une forme archétypale, donc à certains égards une forme bonne pour la peinture. Comme si, en regardant cela, il se disait « ça c'est bon pour faire des tableaux ». Comme s'il renvoyait l'œuvre spontanée de Soulages à être une sorte de maquette potentielle pour sa peinture. Chacun fait de l'œuvre de l'autre quelque chose qui peut lui servir pour lui-même. Par ailleurs, pour cet artiste chez qui le spontané était le moins aisé, il ne pouvait qu'y avoir une forme d'attirance pour un travail où la spontanéité paraissait à la fois naturelle et maîtrisée. Naturelle et maîtrisée. C'est pas non plus Soulages est contre la mise au carreau, mais son geste est toujours un geste bloqué. Ça jaillit comme ça, il n'y a pas d'esquisse, il n'y a pas de travail préparatoire, mais en même temps, on voit bien que cette gestualité est extrêmement délibérément bloquée. Dans le fond, il trouvait là, selon d'autres procédures, cette tension entre jaillissement et maîtrise qui était aussi son affaire, de même que plastiquement, la qualité picturale du brune noir résolvait une question qui l'intéressait lui aussi, à savoir la relation entre dessiner et peindre, entre la ligne et la couleur, que cette œuvre entrelace en permanence. Comment ne pas être intéressé par quelqu'un qui se pose les mêmes questions que vous et qui, Dieu merci, y apporte d'autres réponses. Dieu merci, d'autres réponses, donc des réponses qui ne vous encombrent pas, vous êtes artiste, mais qui vous stimulent. On est dans une différence fructueuse. Maintenant, je voudrais essayer encore, pas trop longtemps, mais essayer encore, à la suite de cela, de nommer quelques autres aspects qu'ils ont en commun, sans du tout parler d'emprunt, mais plutôt pour essayer de définir une communauté. Hartung a modifié radicalement sa manière de peindre au début des années 60. À partir de 61-62, il va complètement abandonner la mise au carreau. À partir du moment où il va découvrir l'acrylique, et il va commencer, donc il abandonne complètement ce travail-là,
Et il va utiliser une autre procédure grâce à l'acrylique, qui sèche beaucoup plus rapidement. Il va lui être possible désormais de concevoir ces toiles directement en instaurant un rapport dialectique entre le travail du fond et celui, via différents instruments, d'une forme qui oscille, vous en avez plusieurs en haut, entre traces et griffures, venant tantôt ajouter, tantôt ôter une partie de la couche picturale. En fait, ils travaillent d'abord un fond. Ce fond est souvent fait par superposition de couches, et il vient avec des outils, j'en parlerai dans un instant, qu'il fabrique lui-même, qui sont de toute fonction. Il vient entailler littéralement la surface, créant à la fois un phénomène de dessin, mais faisant aussi sortir du dessous les couches picturales cachées qui sont ainsi révélées. Je constate, je me contenterai de le constater, que cette façon de peindre, en commençant par faire un fond par superposition de couches avant de l'attaquer pour faire surgir les dessous, est, à partir de 1958-1959, un élément déterminant de la pratique de Pierre Soulages. Soulages, c'est 58-59, va se mettre à travailler sur un fond qui n'est pas un fond, mais plusieurs couches superposées, sur lesquelles il intervient par un travail notamment de raclage, et qui fait apparaître les couches inférieures. Le bleu est un bleu du dessous qui ressurgit par ce travail-là. Alors, il faut bien s'entendre, mon propos n'est pas de parler d'emprunt, ça réduirait lourdement les motivations profondes des choix de l'un et de l'autre, mais il s'agit de répondre à la question, pourquoi se regarde-t-il en montrant ce qu'il y avait à voir chez chacun qui était susceptible de nourrir le chemin de l'autre. Un autre point, je vais en donner quelques-uns, est très frappant, c'est le goût profond des deux artistes pour ce que j'appellerais, en utilisant Lévi-Strauss en l'occurrence, le bricolage, au sens où Lévi-Strauss parle du bricolage intellectuel, mais pas simplement. Autrement dit, la façon d'inventer et de réinventer sans cesse leur métier de peintre. Et on se rappelle peut-être un extraordinaire texte de Pierre Soulages, pardon, je n'ai pas renoté la date, facile à retrouver, qui est la fameuse réponse que Soulages fit, en l'occurrence à Lévi-Strauss, pour d'autres raisons. Lévi-Strauss avait écrit un article sur le métier perdu des peintres, qui était un article, pour le dire clairement, extraordinairement réactionnaire, sur le fait que globalement c'était mieux avant et qu'ils avaient perdu le métier et qu'il y avait une forme de dégénérescence de l'art. Et donc Soulages a produit une réponse tout à fait passionnante. Je vous lis un extrait, quelques lignes, et ça mérite d'être écouté, un texte magnifique. La vérité, dit Soulages, c'est qu'il n'y a pas un métier perdu, il y a 1000 métiers abandonnés, l'histoire de l'art en est pleine. Plus exactement, ce ne sont pas des abandons, c'est un mouvement inverse, une suite d'apparitions de métiers nouveaux, de pratiques nouvelles comportant chacune leur stratégie liée à l'art qui naît d'elle. Une succession de métiers venus gauchement quelquefois, l'habileté, la virtuosité sont-elles toujours en art de qualité, patiemment et humblement aussi, mais tous animés par une passion soutenue, un désir impérieux qui n'ont rien à voir avec l'étude ennuyeuse, le triste exercice académique et contraint, ni l'acquisition grise et livresque d'un métier mort qui porte en lui la répétition dans le vide et l'ennui. Penser un métier sans prendre en compte l'art avec lequel il naît est un indice d'insensibilité et d'incompréhension, une manière d'envisager séparément le fond et la forme, encore une scolastique, alors qu'en réalité, pour le peintre comme le poète, forme et fond ne sont qu'un, le tableau n'est pas signe des choses sur laquelle viennent se faire et se défaire le sens qu'on y prête. Fermez le banc. Dernière phrase, une phrase, le sens qui se fait, se défait, c'est le mantra de Pierre Soulages à partir de 1948 qu'il répète extrêmement régulièrement. C'est un texte magnifique que Hartung aurait pu signer sans aucun problème. C'est probablement des moments de proximité, j'allais dire philosophique, esthétique, profonde, qui s'incarne dans une chose commune. C'est que ces deux hommes ont une passion commune. La photo est faite par Hans Hartung, un grand photographe par ailleurs. Photo subliminale, photo faite par Hans Hartung, d'une toute petite partie de sa collection d'outils qui lui permettent de gratter, entailler, fouetter. Il y a des martinets dans l'atelier, c'est une espèce d'attirail tout à fait extraordinaire, atelier prodigieux. Ça, c'est ce avec quoi Hartung peint, c'est-à-dire, à partir de 61, il peint dans le frais, et donc pour attaquer le frais,
Voilà de quoi attaquer. Dans l'avant-dernière période, ce sera des ballets de Genet, comme des ballets de sorcières, etc. C'est une question très très importante. Ils ont une passion commune pour la fabrication d'outils. Si quelqu'un parmi vous a déjà rencontré Pierre Soulages, confirmera, si vous passez 3 heures avec Pierre Soulages, vous pouvez parler de brosse pendant 3 heures, il n'y a aucun, ou de raclette pendant 3 heures, il sait tout. C'est une véritable passion obsessionnelle, comme il se doit, mais c'est bien ce qu'on lui demande. Passion commune pour la fabrication d'outils, propre aux besoins du moment, qui, soulignons-le, car là encore Soulages pense avoir été le premier, vient d'une passion enfantine identique. Hartung, à 10 ans, qu'est-ce qu'il fait à Leipzig? Il n'a pas d'appareil photo, il fabrique un appareil photo. Il n'a pas de lunettes astronomiques, il fabrique une lunette astronomique. Il a 10 ans, ça le passionne, il y a un côté bricoleur génial, et ça ne va jamais le quitter de sa vie. Voilà. Qu'est-ce que raconte Pierre Soulages à ce sujet? Dans notre texte, Pierre Emprevé dit: d'autre part, tu as inventé beaucoup d'outils, et je crois que lui, à partir d'un certain moment, il a inventé aussi de très nombreux outils. Oui, il était très intrigué par les outils que j'avais, qui n'étaient pas les outils traditionnels des peintres. Lui aussi a su fabriquer ses outils. C'est la légende. En fait, Hartung l'a toujours fait, comme on le voit ici. Pendant un temps, ça c'est une chose très passionnante, ils vont même, c'est Soulages qui raconte, préparer leur toile ensemble, tendre leur toile ensemble. Soulages. La préparation des toiles que nous achetions chez les marchands ne nous convenait pas. Nous cherchions des préparations plus maigres, enfin techniquement différentes. Nous avions fait livrer les châssis et nous avions tendu et préparé nos toiles dans mon atelier, puis Hartung les a transportées à Arcueil. On ne préparait pas toutes les toiles comme ça, mais il y a une série de toiles, une grande série, qui a été préparée ainsi. Vraiment, cette communauté-là. Encore 2 éléments, et avant d'en arriver à peu près à la conclusion. Ce qu'ils ont aussi en commun, c'est Pierre Entrevé qui me dit, je ne peux qu'y souscrire, ce qu'ils ont en commun dès 1947, j'aurais même pu commencer par là, c'est ce qu'ils appelleraient eux-mêmes une abstraction radicale. C'est-à-dire que s'ils se sont reconnus, c'est précisément parce que, contrairement à Bazaine, Estève, Manessier, et sans parler de Stahl qui va s'en éloigner et critiquer ce qu'il appellera le gang de l'abstraction avant, on est vraiment une abstraction radicale, c'est-à-dire qui ne réfère en aucun cas, même par une extraction du réel, un moindre indice d'une réalité quelconque. C'est pas Mondrian allant de l'arbre, si vous voulez, à la grille, par exemple. Et Entrevé remarque cette chose très juste, c'est que l'un comme l'autre ne donnent aucun titre à leur tableau, mais ont un système extrêmement codé. Hartung met un T pour toile, un P pour papier, ensuite il met la date de l'année et un numéro d'ordre, c'est le Xème numéro de l'année, vous trouvez ça à côté de toutes les œuvres de Hartung. Soulages lui donne les dimensions, il va mettre peinture, 200 x 234, 1956. Donc on est vraiment dans des... ça peut paraître anecdotique, mais ce sont des types donc non référentiels très différents de leur contrôle. Un autre élément, il est intéressant parce que Pierre Entrevé pense que c'est un élément de différence entre eux, et moi je pense que c'est un élément de contraire de ressemblance. Hartung, qui était un homme par ailleurs merveilleux et drôle aussi, quand il écrit des lettres à Soulages et à Colette, il ne les appelle pas les Soulages, il les appelle mes sauvages. Mes sauvages. En apparence, c'est une différence. Les 2 sauvages de Sète versus le sauvage d'Antibes, en l'occurrence. Mais je crois vraiment que si on regarde l'œuvre de Hans Hartung, l'abandon de la mise au carreau, le passage à un autre type de peinture, les peintures de la fin. Ça, c'est une magnifique peinture. C'est l'avant-dernière période. C'est la période des fameuses peintures faites avec des balais de Genet. Il faut imaginer, il y a une photo extraordinaire, mais on n'a plus le droit de la montrer pour des raisons compliquées. Extraordinaire, où on voit Hartung dans son atelier, dans son fauteuil roulant, avec un balai de Genet, en train de fouetter littéralement une toile. Les assistants de Hartung, l'un d'entre eux, qui est toujours à la Fondation, qui faisait des sports de combat, vous raconte que quand il faisait cela, cet homme de plus de 80 ans handicapé, lui se mettait derrière la grande toile, mettait un isorel derrière la toile pour protéger la toile, s'arc-boutait sur l'isorel, pendant que Hartung fouettait la toile pour produire cette chose. Il y a quelque chose d'une violence absolument incroyable dans cette peinture. Que dire, évidemment, des œuvres ultimes, des œuvres extraordinaires qui sont faites avec une sulfateuse de jardin, des œuvres vraiment de la fin. À propos de sauvagerie, il y aurait, je crois, là encore, quelque chose à creuser. Hartung et Soulages, ce sont 2 sauvages, au sens où ce sont vraiment 2 exilés. Hartung est exilé géographiquement,
c'est une évidence, mais Soulages, dans le fond, le petit garçon de Rodez se sent un exilé, et je dirais même cherche à garder jusqu'à aujourd'hui cette qualité, précisément, qui est une difficulté. Alors, on pourrait continuer cet inventaire, mais on comprend, faisant cela, que ce qui lie ces deux hommes, et qui est bien plus important que le reste, c'est précisément ce qu'ils ont de différent. C'est même cette différence qui est le cœur de leur relation, voire, pour reprendre un modèle à Baxendal, cette différence, c'est même le cœur de l'usage qu'ils font l'un de l'autre, comme c'est deux pierres à aiguiser qui viendraient se frotter pour se rendre encore plus aiguisées l'une que l'autre. Alors il y a un document extraordinaire que j'ai obtenu grâce à la Fondation, que je remercie, qui est une lettre de Pierre Soulages adressée à un homme qui s'appelle Denis Sutton, le 30 août 1948. Denis Sutton est alors chargé par Ottomar Dobnik d'écrire un texte pour la grande monographie sur Hartung qui est à paraître en 1949. Hartung devient très célèbre. C'est dans le cadre de ce travail que Soulages est interrogé par Sutton, lequel, pour des raisons anecdotiques, se retira finalement du projet, pour être remplacé par un homme dont vous avez déjà entendu le nom, James Johnson Sweeney, celui qui va devenir plus tard l'un des commentateurs de Soulages. Vous voyez qu'on est vraiment dans quelque chose qui est extrêmement intriqué. Notons, avant la lecture, deux choses, donc Sweeney, et puis qu'en 1948, on demande déjà à Pierre Soulages son avis sur Hans Hartung. Le Soulages inconnu de 1947 est devenu un témoin privilégié. Je vais me permettre de vous lire la lettre. J'enlève le cher monsieur du début et les salutations et l'adresse des Soulages de la fin, et je vous lis. C'est juste signé Soulages, comme il fait toujours. Voici, et c'est extrêmement intéressant. Enfin, bon, j'espère. Je vous envoie bien volontiers quelques aperçus sur Hans Hartung. Je ne sais s'ils auront pour vous un grand intérêt. Je crains de ne répéter que ce que vous savez déjà. Je vais vous parler de l'homme. De l'homme qui est mon ami. Sa peinture vous est aussi familière qu'à moi. À partir de là, il faut appeler la peinture. Un trait marquant de son caractère est l'amour de la musique. Son poste de radio est toujours en marche. Quand il vient me voir, il ne peut s'empêcher de faire passer ses disques préférés. Un instant de détente et même de travail sans musique lui est difficilement supportable. Il aime surtout Bach, Beethoven, le chant grégorien, la musique moderne, les musiciens à tonneaux allemands, Alban Berg en particulier. La littérature semble l'intéresser beaucoup moins, bien que très attiré par l'œuvre de Kafka. Dans Le Terrier, par exemple, il voit une manière de procéder très parente de celle des peintres abstraits, de certains peintres abstraits. Il y voit une expression de la peur créée indépendamment de l'anecdote. On ignore l'objet de la peur et quelle est la menace. Il nourrit aussi une grande admiration pour la personnalité de Antonin Artaud et pour son œuvre. D'une manière générale, ses goûts vont aux œuvres dont le contenu humain est particulièrement intense, comme Rembrandt, Gréco, Van Gogh. Les discussions esthétiques ne le passionnent pas. Il m'est arrivé de le voir écoutant chez des amis les arguments que deux personnes échangeaient sur un point précis de sa peinture, les regardant parler tour à tour, mais se taisant avec obstination, alors qu'un mot de sa part aurait pu tout de suite clore le débat. Je ne l'ai jamais vu prendre part à des discussions de café, ni juger d'une peinture à travers des théories préconçues. Il sait apprécier des toiles très différentes d'esprit, jugeant en peintre et en homme sensible. Les événements que nous venons de vivre, 48, l'ont durement marqué, ont pesé sur sa vie depuis le début du nazisme. Obligé de quitter son pays, il a été en butte aux tracasseries administratives. Il a été emprisonné en France parce qu'il était allemand, rappelons-le. Il a été en butte aux tracasseries administratives qui accablent tout étranger, et surtout dans une période comme celle d'avant 40, où la psychose de guerre était telle qu'en Espagne, un fonctionnaire alla jusqu'à le chasser de sa maison de Minorque, où on avait cru reconnaître en la citerne de ciment un blocos, des canons dans les tuyaux de poêle rangés à l'extérieur et des plans secrets d'état-major dans les peintures de Hans Hartung. Il a gardé pourtant un grand attachement pour cette île, où il avait bâti sa maison dans les dunes dominant la mer. Il en avait dressé les plans avec un soin méticuleux. La lumière de l'atelier était savamment calculée parce que même au solstice, le soleil ne devienne, pour que même au solstice, le soleil ne devienne gênant. Rien n'était omis, le plus petit détail était prévu. Ce soin scrupuleux lui reste toujours dans l'attention qu'il apporte au choix de ses couleurs et à la préparation de ses toiles, à l'achat de ses pinceaux, qui pourtant sèchent immanquablement dans le désordre apparent de sa table de travail. Sans la désapprobation quand même. Cet attachement qu'il a pour Minorque, il l'a au plus haut point pour les petites îles de la Scandinavie, battues par la mer et le vent.
Il aime parler de cette terre nordique, en l'occurrence, des forêts, des sapins, ses arbres préférés, du bruit continuel des cascades dans les fjords. Il parle aussi avec plaisir des Alpes suisses que dans son enfance il aimait escalader seul et où il a passé les années heureuses d'avant 1914. Cet amour des îles s'explique-t-il par l'idée de refuge qu'elles représentent et plus vivement encore pour un homme qui a si durablement souffert des contraintes que les nations exercent sur les individus. Il a en horreur l'éducation actuelle où, à son avis, entre pour une trop grande part les connaissances techniques et utilitaires au détriment d'une vraie culture, de l'humanisme. Lui-même a fait de solides études, grecques et latines. Dans la vie de tous les jours, il apparaît assez indifférent à ce qui se passe autour de lui et surtout très distrait. Ainsi, un jour, nous nous trouvions chez des amis où il rencontra une dame d'un certain âge, très distinguée, qu'il avait toujours traitée avec beaucoup de respect. Ce jour-là, je ne sais quelle idée lui vint, mais s'adressant à cette dame en la tutoyant, il l'appela par son prénom et lui tint des propos d'une telle familiarité que la surprise fut générale. Ce n'est que quelques heures plus tard qu'il s'aperçut que son attitude aurait pu être choquante et très ennuyé, il me raconta sa distraction. Pourtant, il n'est pas d'ami plus attentionné, aimant autant à faire plaisir, et de compagnon aussi agréable que lui. La franchise et la spontanéité qu'il témoigne, si souvent lorsqu'il est en confiance, le montrent très près de ses œuvres dans lesquelles, à travers l'expression, dans le sens des rapports, apparaît la noblesse de son caractère. J'aurais préféré vous dire tout cela de vive voix, ce qui m'aurait permis de m'étendre sur les points particuliers qui vous intéressent. Un texte magnifique, c'est peut-être un des plus beaux portraits qu'on ait jamais livré de Hans Hartung, c'est en août 1948. Un peintre, c'est quelqu'un qui sait manifestement regarder, mais ce qui est extraordinaire, c'est évidemment que ce qu'il regarde, c'est l'homme, et, dit-il, pas la peinture. Ce refus affirmé, en fait, ça reparle profondément de la peinture à travers l'homme, ce refus de regarder est absolument passionnant. En même temps, c'est précisément ce qui lui permet de parvenir à l'homme, à ce compagnon. En fait, c'est comme si, tout de suite, Soulages avait compris que la meilleure manière d'aimer Hans Hartung, c'était de ne pas trop regarder sa peinture en face. Dans le fond, c'est une sorte d'hommage d'une puissance à une autre. Parce que l'autre question aussi, quand on est peintre, c'est pas simplement qu'est-ce qu'on prend chez l'autre, mais c'est aussi de quoi est-ce qu'il ne part quoi chez l'autre, quand l'autre c'est Hartung, quand l'autre c'est Soulages, il ne faut pas se laisser complètement dévorer. Il est donc bon de ne pas parler de la peinture, c'est aussi une forme de protection, c'est une manière de reconnaître que la force de l'autre est une force extraordinaire, mais que ça n'est pas la sienne. Ils se sont reconnus, je crois, tout de suite. Je vais vous montrer une dernière image, qui est la suite de la première que je vous ai montrée. Très touchante. Oui, ça, c'est pas touchant du tout. Le portrait officiel, et puis il y a la deuxième. Vous voyez que Hans Hartung, dans ce fauteuil roulant, attrape le bout du nez de son vieil ami Pierre Soulages. Ils se sont reconnus. Pourquoi est-ce qu'ils se sont reconnus tout de suite en 1947? Pas pour leur ressemblance, mais pour leur différence, pour leur humanité, dont parle si bien cette lettre, qui fut, cette humanité, la condition fructueuse, précisément, de leur relation. Je vous remercie. Directement à Pierre Batte dans les salons au-dessus. Je vous invite tous à prendre un contact dessus et à découvrir l'exposition qui est organisée entre toi et Thérèse. Merci beaucoup.